Bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie pour cette présentation. Je vais juste mettre mon petit chronomètre pour ne pas déraper et laisser le temps à l'échange. C'est une petite demi-heure de présentation. C'est toujours chouette de voir des mains qui se lèvent, on dit qui a signé le mouvement, qui a signé le manifeste de l'actualité. Merci à ceux qui l'ont fait, évidemment. Merci aux autres d'être là, surtout aussi, et qu'on échange sur la question de l'architecture. Je vous le dis parce que, soyons clairs, je ne vais pas vous parler de construction, je vais vous parler d'architecture, parce que l'architecture, ça n'est pas la construction, ça se sert de la construction, mais ça n'est pas la construction. L'architecture, c'est fabriquer des espaces sensés et bienveillants. On utilise la construction pour le faire, parfois on ne construit pas pour faire de l'architecture. Donc voilà, on va parler de frugalité. Pour commencer à en parler, vous savez, quand on a besoin de recourir à de l'intelligence en France, c'est pas compliqué. On sait vers qui elle est. Hein. Et figurez-vous qu'en 1981, il a écrit un livre qui s'appelle Pour sortir du XXe siècle. C'est-à-dire qu'en 80, il savait déjà que ce qui se passait à ce moment-là au XXe siècle, il fallait s'en sortir. Et il écrit cette phrase, le futur naît du présent, c'est-à-dire que la difficulté de penser le futur est la difficulté de penser le présent. L'aveuglement sur le présent nous rend ipso facto aveugle du futur. Ces images, c'est même pas des images d'aujourd'hui, hein. Elles ont 2-3 ans, 3-4 ans à peu près. Donc c'est des images anciennes, les images d'aujourd'hui, c'est ça. Valence, Los Angeles, le Tibet, tremblement de terre, et Mayotte. Et vous vous souvenez, il y a une phrase qu'on utilise moins maintenant, mais qui a été très utilisée aux alentours de 72 et du premier sommet de Stockholm, c'était « Agir local, penser global ». Ce slogan a toujours du sens, vraiment. Et je pense qu'il faut se souvenir de ça, que nos choix ici ont des conséquences aussi ailleurs. Alors, ça va être très court cette partie-là, parce que tout le monde le sait aujourd'hui, mais en même temps, ces images-là, il faut bien les voir ensemble. Aujourd'hui, vous savez, on a déjà dépassé le 1,5 degré. Pendant longtemps, on nous a raconté qu'il faut rester en dessous de 1,5 degré, autant on va avoir des soucis. On a déjà dépassé, puisque l'année dernière, on était à 1,6 degré. L'élévation du niveau de la mer continue à se faire plus vite que prévu. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle quand il s'agit de s'adresser à des bâtisseurs? C'est qu'il a fallu attendre 2018 pour que l'ONU annonce que les bâtisseurs étaient responsables de 40% des émissions de gaz à effet de serre. Comme je fais de l'urbanisme, quand j'étais 20%, grosso modo, d'aménagement, je suis responsable de 60% des émissions de gaz à effet de serre. Nous, ensemble, là, les architectes qui sont là, les urbanistes, nous sommes responsables de 60% des émissions de gaz à effet de serre. Et pas que ça. Je ne vais pas vous donner tous ces chiffres-là, mais vous les connaissez. Enfin, une tonne de béton armé émet une tonne de CO2. Pour faire un bâtiment en béton armé, vous avez besoin de 800 kg de béton armé pour 1 mètre carré. C'est-à-dire que chaque mètre carré d'un bâtiment en béton armé émet 800 kg de CO2. On fait ses choix le matin en se levant. Cette photo a été prise en 2008 en Irak. 2007 en France, c'était le Grenelle de l'environnement. C'est-à-dire pour la première fois, tout autour de la table, il y avait tous les acteurs finalement de l'aménagement du territoire et du bâtiment qui se sont réunis pour faire en sorte qu'il y ait une prise de position sérieuse. La loi Grenelle 1 expliquait, la loi Grenelle 1 qui suit ça, la loi Grenelle 1 dit en 2020, tous les bâtiments neufs devront être à énergie positive, c'est-à-dire produire l'énergie dont ils ont besoin. 2020, c'est dans la loi est passée. Et ça disait que pour y arriver, en 2015, tous les logements devaient être passifs. Cette image-là, moi je l'utilise depuis lors, j'étais expert du Grenelle de l'environnement et je montrais cette image-là. Et chaque fois, je le disais depuis 2008, que finalement, si toutes nos architectures étaient passives, déjà, sans attendre 2020, on aurait moins besoin du gaz de Poutine. Quand je le disais à l'époque, un architecte qui parlait de géopolitique, ça n'avait pas de sens. Aujourd'hui, on sait très bien que tous nos choix sont géopolitiques. Tous nos choix. Tous nos choix ont un impact par rapport à la vie de la planète. Même quand on fait un abri au fond de son jardin. Hein. Voilà. C'était juste la partie, on va dire, négative. C'était le temps presse, là. Les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, ça fait 7 ans que nous avons la frugalité rosée créative avec Dominique Gozin-Muller que vous écouterez bientôt.
et je suis tellement content que vous l'écoutiez, et Alain Bornarel, l'ingénieur qui est juste à côté. On a choisi frugalité et pas sobriété. En fait, la sobriété, c'est une injonction économico-politique. Vous devez, c'est ça la sobriété. Vous devez moins polluer, vous devez moins utiliser d'énergie, vous devez. Pour nous, on s'est dit qu'on ne pouvait pas construire un discours qui rassemble sur une injonction. Quels sont les mondes politiques qui rassemblent sur des injonctions, ou qui rassemblent peut-être pas, mais qui en tout cas coincent les gens dans des injonctions? C'est pas le nôtre. Donc on a choisi frugalité parce que la frugalité, c'est un propos positif. La frugalité, ça vient du fruit en latin. Frux fruis, ça veut dire le fruit. Frugal, ça veut dire la récolte du fruit. Et la récolte est fructueuse, même origine, quand elle ne blesse pas la planète et quand elle rassasie ceux qui la font. Sur cette base-là, on a finalement retrouvé des racines communes. Bon, je suis aujourd'hui membre du chapitre Europe du Club de Rome. Je n'étais évidemment pas un des fondateurs du Club de Rome, j'étais encore un petit gamin. Et en fait, ce rapport de 97, c'est le seul rapport où le Club de Rome parle du bâtiment et de l'urbanisme. Et le sous-titre français, parce que ce n'est pas le sous-titre anglais, le sous-titre français, c'est 2 fois plus de bien-être en consommant 2 fois moins de ressources. Il n'y a pas d'autre programme d'avenir. Vous savez, la demande qui est faite aux architectes, la demande qui est faite aux maîtres d'ouvrage et aux architectes, c'est le bonheur. On vient vers nous pour avoir du bonheur, quoi. Pour être protégé, pour être accueilli, pour avoir de la beauté. Et pour répondre à cette demande de bonheur-là, on sait bien qu'on a 2 fois moins de ressources qu'avant. Bon, je l'ai résumé d'une autre manière en disant mieux avec moins, mais ça veut dire exactement le même propos que le Club de Rome. Aujourd'hui, nous sommes plus de 17 000 signataires, répartis un peu partout en France, avec des groupes locaux. Vous voyez, des groupes locaux qui vivent bien. La Nouvelle-Aquitaine est une des régions, enfin, la Nouvelle-Aquitaine est une grande région, on me dirait, mais c'est une des régions où il y a le plus de groupes locaux en action. Et nous basons sur 4 frugalités que l'on ne peut pas séparer. On n'en fait pas une en disant c'est bon, j'ai fait mon boulot, il faut les 4 frugalités en même temps. La première, c'est la frugalité en ressources. Quelle est la première ressource du bâtiment? C'est le bâtiment qui est déjà là. To build or not to build, en tout cas on arrête de construire. Du neuf, chaque fois on se pose la question, faut-il encore construire du neuf? On arrête de démolir, on réhabilite évidemment. Et les ressources que l'on ajoute, eh bien, ce sont des ressources biosourcées, géosourcées et de réemploi. Ce n'est pas celles qui viennent de la pétrochimie. Au XXe siècle, à la fin du XXe siècle, il y avait le béton armé de ciment Portland, le PVC, l'aluminium, le verre, le polyuréthane, bref, moins de 10 matériaux pour construire tous les bâtiments dans le monde, tous issus de la pétrochimie, directement ou indirectement. On arrête cette histoire. La seconde frugalité, c'est la frugalité en technologie. Plus un système est complexe, plus il tombe en rade. C'est une sorte de loi. Elle n'a jamais été écrite, mais on sait qu'elle existe comme ça. Donc on arrête, on met plus de climatisation quand même. On arrête de faire des bêtises pareilles. La ventilation naturelle, ça marche très très bien. Et il n'y a pas que. Et on utilise des techniques simples et des techniques que l'on peut réparer nous-mêmes. Aujourd'hui, qui sait réparer les systèmes qui sont mis en œuvre chez eux? Troisième frugalité, la frugalité en énergie. A-t-on besoin de consommer autant d'énergie? On sait bien que non. On sait faire des bâtiments qui n'ont pas besoin ni d'être chauffés ni d'être refroidis. On sait le faire. Mais vraiment, c'est pas compliqué, c'est tout simple. Enfin, on va le voir tout à l'heure. Donc, utiliser moins d'énergie. Là, pour le coup, on peut dire sobriété en énergie. Comme diraient les négawatts, la sobriété en énergie, oui, évidemment. Et la dernière frugalité, c'est la frugalité en territoire. On fait dans les territoires qui sont déjà artificialisés, on trouve toujours de la place. Il y a toujours de la place, il suffit d'écarter parfois un peu les choses pour trouver des espaces pour accueillir davantage de vie. Ici, c'est un projet que j'ai fait à Dinan, il y avait 2 casernes qu'il fallait transformer en un seul quartier. On a planté une forêt, enfin, ça fait plus de 15 ans, et on a gardé 75% des bâtiments militaires. Et les rares murs qu'on a déconstruits qui étaient en pierre, on a tout gardé. Reconstruire la ville à partir des bâtiments militaires, c'est une autre manière de penser la programmation déjà. Ce sont les bâtiments qui amènent finalement les programmes qui sont nécessaires, qui sont utiles. Ce que vous faites un peu avec la caserne des pompiers, d'une certaine façon, me semble. Voilà, nous sommes donc en majorité des architectes, 34%, mais pas que. Et une partie qui n'est pas une partie mineure, de 12% de la société civile, comme on dit, des gens qui ne sont pas liés au monde du bâtiment, mais qui nous disent que finalement notre démarche
est une démarche heureuse. On se réunit, on se retrouve régulièrement. Et quand on se retrouve, là on est plus de 500, c'est une fois par an. Et si vous regardez bien, la jeunesse elle est extrêmement présente là. C'est un mouvement où il y a plus de femmes que d'hommes, par exemple. Et puis la moyenne d'âge, enfin ça dépend des moments où on se retrouve, mais la moyenne d'âge n'est pas de mon côté, elle est plutôt celle d'étudiants, des étudiants. Le mouvement est présent un peu partout dans le monde, aucune signature de Russie. Et le mouvement a des groupes internationaux, donc le mouvement a été traduit dans différentes langues. Dans les langues germano-latines, il y a toujours le mot qui vient de frugality, enfin frugalitat, frugalida, frugality. Tout ça existe dans cette langue germano-latine, pas dans les autres langues, le chinois, le turc, le vietnamien. Ils ont choisi de traduire frugalité par la récolte heureuse. Et donc voilà, aujourd'hui, le mouvement est à l'intérieur d'une coalition internationale, parce qu'il s'est passé quelque chose dans le monde de l'architecture. Les architectes se souviennent que leur monde, c'est le politique. Ils se sont retrouvés dans cette bataille qu'il faut absolument mener pour ça. Et donc voilà, nous appartenons à une coalition internationale avec Architects for Climate, Architects Can, Friday Countdown, etc., etc. Et nous soutenons une action en cours qui s'appelle House Europe. House Europe, c'est quoi? House Europe, c'est la base d'une initiative citoyenne européenne. L'idée, donc, c'est d'avoir 1 million de signatures pour que ça devienne une loi. Et que défend House Europe? On réhabilite, on ne détruit plus, et on fait baisser la TVA sur les matériaux biosourcés, géosourcés de l'emploi. Donc, House Europe, c'est disponible aujourd'hui. S'il vous plaît, regardez si ça vous intéresse, mais et aider ce grand mouvement européen, c'est très utile. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on va dire ça, ce sont les principes. Comment on fait ça? Notre travail, on peut dire comme ça, c'est de réparer le monde tel qu'il est là. Moi, je préfère réhabiliter. Réhabiliter, c'est le retour en estime. C'est se mettre à nouveau à aimer le monde dans lequel on est. Et le monde que l'on a à réhabiliter et à réparer, c'est un monde habité. Et on ne va pas réparer le monde habité sans les gens qui l'habitent. Ça n'a pas de sens. Et ça ne marche pas. Donc c'est un travail que je fais depuis 91. Ici, j'ai travaillé pendant 15 ans dans un village de 900 habitants. Et je continue à le faire en permanence. Et y compris à l'heure actuelle à la Martinique, où dans la commune du Prêcheur, on est en train de déplacer 50% de la population pour la protéger de l'élévation du niveau de la mer, des ondes cycloniques, des tsunamis, des tremblements de terre, des liquéfactions des sols, des éruptions volcaniques et des laves. Et vous imaginez bien qu'on ne dit pas à une population, allez maintenant tu vas ailleurs, tout ça c'est pour ton bien. On ne dit jamais ça, bien sûr. Tout ce travail-là, on le fait avec tout le monde. Et ils ont fait un travail magnifique. Pour moi, c'est des héros, ces gens-là. Ils ont réussi à se défaire du déni collectif. Il y a encore parfois du déni individuel qui fait dire que c'est peut-être pour leurs voisins qu'il y a davantage de choses à faire que pour eux. Mais collectivement, ils savent qu'il faut absolument déplacer la moitié de la population. La première chose qu'on fait, c'est qu'on déplace une école. On en fait une autre dans un site qui est un site de refuge. On fait une école refuge dans un quartier que l'on rend refuge eux aussi. Et la première chose que l'on déplace, c'est la pierre magique, puisque bien sûr, dans une école, il y a des pierres magiques, n'est-ce pas? Et donc les enfants vont suivre la pierre magique pour passer de leur site au nouveau site. Je vais vous parler que très peu d'un projet en Nouvelle-Aquitaine. J'en ai fait d'autres, mais moi, je me suis dit que vous pouviez les connaître. Ici, donc, on est à Bordeaux. Aquitanis, je pense que ça vous dit quelque chose, quoi. Aquitanis lance un concours pour 130 logements sur un site qui est pris entre des bars et des échoppes. Mes confrères arrivent avec des panneaux à zéro, enfin, ils ont dessiné les 130 logements. Moi, je suis incapable de dessiner 130 logements entre des bars et des échoppes. Et donc, je suis arrivé avec une petite feuille de papier en disant, si vous nous retenez, le mois prochain, on fait l'apéro entre voisins. À l'apéro entre voisins, on dit que l'on vient faire un bivouac d'une semaine pour les rencontrer tous. Alors, je vous en parle bien sûr parce que le maître d'ouvrage a pris le risque de faire ce choix-là. Et donc, on a rencontré les gens du bivouac. Tout le monde, on s'est tous rencontrés autour du bivouac. Et après, on a commencé à travailler. On est allé voir tout le monde. Parce que quand un architecte reste sur son terrain, il ne voit rien. Il faut aller chez les voisins pour comprendre ce qu'est un terrain dans un site. Et donc, voilà, on a fait le travail.
Première présentation. Moi, c'est une photo que j'adore, c'est pour ça que je la montre en grand. C'est dans la peinture flamande, la présentation de l'enfant, il y a toujours les yeux comme ça. Sauf qu'ici, il n'y a pas que les yeux, il y a la main de cette dame devant sa bouche. Et là, vous dites, il s'est trompé. Et oui, je m'étais trompé à un endroit pour la voisine de cette dame, une voisine de 90 ans que l'on n'avait pas pu voir le temps du bivouac. On est allé voir la dame de 90 ans, on a fait ce qu'il fallait, et les gens qui sont là ont déposé le permis de construire et venaient avec nous à la mairie de Bordeaux pour rencontrer l'architecte conseil de la mairie et écouter les discussions qu'il y avait entre l'architecte conseil et nous. Bien sûr, aucun recours, le projet se fait, et le projet se fait de façon beaucoup plus intelligente parce qu'on a eu recours à l'intelligence collective. Il fallait faire des bâtiments alignés à la rue et du logement collectif, bien sûr. On n'a pas aligné à la rue, on n'a pas fait que du neuf, on a gardé. L'endroit où on a fait le bivouac est devenu un sanctuaire. L'endroit où on s'est mis d'accord, c'est un endroit que l'on ne peut pas casser. Donc on l'a gardé avec ses micro-couliers, on y a installé des étudiants. Et puis il y a des gens qui habitaient dans les bars et d'autres qui habitaient dans les maisons de pierre qui changeaient de vie. Ceux qui étaient certains dans les bars pouvaient acquérir un logement et les autres dans les maisons de pierre, on va dire, ils décohabitaient, comme on dit gentiment. Ils ne voulaient pas quitter le quartier, puisque toute leur histoire était sur ce quartier. Donc des habitants des bars et des maisons de pierre ont voulu habiter ensemble. Conclusion, on ne fait pas que de locatif social, on fait de l'accession, et on a donc fait un immeuble en participatif, comme on dit. On a conçu l'immeuble avec les habitants qui étaient présents sur le site. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà un peu le type d'atmosphère qui apparaît dans ce tissu qui est un tissu un peu dense. Voilà. Donc, on fait avec les gens richesse infinie, quoi. Culture, société, enfin tout. On ne peut pas avoir plus riche que de travailler avec l'intelligence collective. Ah, et après, on fait avec les ressources locales. C'est-à-dire les matières solides présentes localement. Vous avez ici un certain nombre de matières solides, biosourcées, géosourcées et de réemploi que mon atelier a utilisé. Je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est ce dont on parle en général le plus. Quand on parle de l'architecture éco-responsable et plus rurale, on vous parle de ça. Bon, il y a ça, c'est bien, c'est indispensable. On arrête de faire du béton, vous avez bien compris ce que je l'ai dit tout à l'heure. Et quand on n'a pas les matériaux, on peut les inventer. Donc ça, c'est le musée d'ostréiculture que j'ai fait dans le Morbihan. Les coquilles d'huîtres pilées font le paillage de toute décantation. Et ici, dans un programme Interreg, donc dans un programme européen, on a mis au point un béton d'huître pour toutes les chaussées piétons cycle de ce secteur. Et là, ce sont des tuiles de réemploi qu'on a utilisées pour faire toute la façade sud, tuiles de réemploi qui servent à faire le captage du naissin. On le fait plus comme ça aujourd'hui, mais ça se faisait comme ça avant. Donc voilà, on peut inventer des nouveaux matériaux biosourcés. Celui-ci est étrange parce qu'il est à la fois biosourcé et géosourcé, puisque c'est un matériau vivant qui finit par être presque comme de la pierre. Et donc, depuis quelques années, nous avons lancé, avant House Europe, la base de la TVA sur matériaux biosourcés et géosourcés en France. On est à presque 14 000 signatures à l'heure actuelle en France. Donc, je vous ai dit, il y a les matières solides. Il y a les matières fluides. Et c'est les plus importantes, en fait. Parce que l'air, la lumière, la chaleur, c'est ce qui nous fait vivre. Là, si on est capable d'être ensemble, c'est parce que l'air, la lumière et la chaleur sont là. Et la rencontre entre les matières solides et ces matières fluides, c'est ce qui fait l'architecture. C'est ce qui fait l'espace. La rencontre entre une chaleur et une matière, que la matière ait de l'inertie ou pas, ça change tout dans l'espace. La couleur de cette matière change tout aussi dans l'espace, etc., etc. Donc la réalité du projet Frugal, c'est d'utiliser ces matériaux naturels. La lumière, la chaleur, l'air, c'est la même matière. Et la rencontre entre ces matières naturelles en abondance, c'est celles-là, elles sont très faciles à récolter. Il suffit d'ouvrir la fenêtre. Il faut des fenêtres qu'on ouvre. Alors comment est-ce qu'on assemble les matières fluides et les matières solides? On les assemble avec, on va dire, une recette bioclimatique. C'est-à-dire une manière de penser le bâtiment dans son environnement qui puise de tout ce que l'environnement apporte au bâtiment, et parfois sans protéger quand il y a
des désagréments. Le bâtiment bioclimatique se pense d'abord en coupe. Le bâtiment bioclimatique, c'est un échange entre l'intérieur et l'extérieur. Parfois, les activités de l'intérieur changent la nature des activités, de ce qui se passe à l'extérieur. Le réciproque est plus simple à comprendre, mais ça marche dans tous les sens. Et comme c'est un échange, il faut aussi maîtriser l'effet d'îlot de chaleur extérieur. Mettez une architecture frugale bioclimatique au milieu d'un parking de supermarché qui est juste de l'enrobé, ça ne marche pas. Il faut absolument maîtriser l'atmosphère extérieure, donc réduire l'effet d'îlot de chaleur. Et là, je reviens à mon petit bivouac. Donc, dans un des projets qui est en cours de construction, là, on va le livrer l'année prochaine, dans ce quartier de Bordeaux, il y a un bâtiment qui n'a pas du tout de ventilation, aucun système de ventilation. Pas de VMC, simple flux, pas de VMC double flux, pas de ventilation naturelle assistée contrôlée, rien. Pourquoi? L'air extérieur est plus sain que l'air intérieur. Les systèmes mécaniques ne sont pas toujours les meilleures manières de faire entrer l'air dans les bâtiments, y compris du point de vue de la santé. Et puis, l'intérêt pour les petites machines là, fait que les archis ont oublié que les fenêtres, c'était bien dans les salles de bain et dans les WC. Et finalement, le matin, plutôt que d'aller dans la salle de bain qui est au milieu de l'appartement contre le mur en béton, si la salle de bain était en façade, il y aurait quand même là de la santé morale en plus de la santé physique. Et donc, on a dessiné un plan. Alors, c'est pas un projet d'ingénieur d'enlever de la technique. Hein. C'est un projet d'architecte de dessiner des plans, mais tout simples. Hein. Ils sont tous traversants. Les WC ont des fenêtres, les salles de bain ont des fenêtres, les cuisines, bien sûr, et tous les autres espaces de vie aussi. Négociation avec le ministère de la Santé, puisque c'est la santé publique. Négociation avec le ministère de l'Écologie, suivi par le PUCA et instrumenté par le CEREMA par la suite. Et là, vous imaginez le silence, le matin, la lumière, vous ouvrez vos fenêtres quand vous en avez envie. On a évidemment mis ce qu'on met dans les classes maintenant, vous savez, les petits voyants de 3 couleurs pour savoir la qualité de l'air, si c'est nécessaire d'ouvrir davantage ou pas. Et avec des entrées d'air qui sont des entrées d'air spécifiques pour la ventilation naturelle. C'est plutôt une marque, enfin on utilise plutôt Duco. Voilà. Donc je vais vous montrer 2 projets, et puis nous pourrons vous entendre, madame. C'est que du social et du public. Ma vie n'est pas tellement liée au promoteur. Même si aujourd'hui nous travaillons avec des maîtres d'ouvrage privés qui font des vraies démarches de recherche de la qualité environnementale. Et ceux qui arrivent vers nous vraiment ont des demandes très fortes. Par exemple, j'ai livré il y a 2 ans à Cantenac-Braun, pour le château Margaux Cantenac-Braun, un chai et un cuvier entièrement en matière biosourcée, géosourcée et de réemploi, pas de climatisation, puits climatique, enfin je ne sais pas vous faire. Vous pouvez le visiter avec Odéis par exemple. Hein. Donc là, je vais vous montrer un projet de logements sociaux en Normandie et une médiathèque à Paris. Bon, Val-de-Reuil, c'est la dernière ville nouvelle française. Elle démarre dans les années 70, au moment où on sort des 30 Glorieuses, et cette ville qui pousse, construite en béton pré-industrialisé, qui pousse trop vite, tombe aussi rapidement qu'elle est montée. Parce que bien sûr, les 30 Glorieuses arrivent, la grande usine automobile qui devait être mise là n'existe plus, qu'on fait de la défense plutôt que d'installer les bureaux en Normandie, enfin, toutes ces choses-là fait que ce site-là meurt véritablement. Les gens qui ont acheté quelques logements, et il n'y en a pas tant que ça, parce que c'était 80% de logements sociaux, les gens qui ont acheté leurs logements ne pouvaient pas les vendre, parce que ça ne valait plus rien. Il y a eu un nouveau maire qui est maintenant élu depuis 3 mandats, me semble-t-il, qui a compris que pour faire vivre une commune, ce n'est pas juste un projet urbain qu'il faut, c'est un projet économique. Il a transformé Val-de-Reuil pour en faire la ville de la pharmacie. Et en amenant une activité valorisée, en amenant du coup des gens qui ont besoin de travailler sur place, il a totalement changé. C'est un élu socialiste qui s'appelle Marc-Antoine Jamet, qui est un personnage très, très incroyable. Marc-Antoine Jamet est élu socialiste à Val-de-Reuil, et c'est le secrétaire général de LVMH quand il est à Paris. C'est-à-dire que c'est lui qui fait tourner Vuitton. Quoi. Mais il a l'intelligence de l'économie, du coup il l'a fait. Donc voilà. Il faut comprendre que Val-de-Reuil, quand ça a été
conçu dans les années 70 par l'atelier de Montrouge, a vraiment choisi la question environnementale au fond de leur projet. Et donc, il y a un appel d'offres pour 100 logements BBC et un peu d'horticulture qui est lancé dans une logique qu'on appelle crème, c'est avec une entreprise. Et comme d'habitude, je ne réponds jamais aux questions. Enfin, si vous voulez, on a tellement commencé à faire notre travail il y a longtemps que chaque fois qu'on voit un programme arriver, on sait qu'il n'est pas cohérent avec ce qu'il est nécessaire de faire. Donc on réinterroge tous les programmes en fonction des enjeux environnementaux. Et donc, moi j'ai toujours refusé de faire du BBC. Je ne veux pas réhabiliter du BBC. Donc c'est le passif d'emblée. Et ce site s'appelle les Noé. Alors, en vieux breton et en vieux normand, Noé ça veut dire noyer. Parce que ce site a toujours été inondé. Et donc, ouais, j'adore cette phrase de Bertolt Brecht que je mets toujours là-haut. On parle toujours de la violence du fleuve et jamais de celle des berges qui l'enserrent. Et moi je rajoute, vous dites jamais à l'eau tu viendras pas. Ça n'a pas de sens. Quoi. Ça n'a pas du tout de sens. Donc, on a dit à l'eau tu viens. Et on a organisé sa venue décennale, trentenale, centenale. Et donc le projet, il s'inonde. Il s'inonde avec tout un travail qui a été fait sur les noues, sur la perméabilité, sur des noues différentes qui gèrent à la fois des lieux et l'eau. L'eau qui arrive proche des logements, tout ça fonctionne très bien. C'est une sorte d'aqualta normande. Il n'y a pas qu'à Venise qu'on peut jouer avec l'aqualta. Et puis, quand l'eau arrive, l'ensemble du site fonctionne. Regardez bien, il y a de béton nulle part. Il n'y a pas de berge. Même le petit pont est posé sur des gabions de pierre, trouvés sur le site. Et quand l'eau disparaît, ben c'est beau parce qu'il y avait de l'eau. C'est-à-dire que les plantations sont riches parce que ce sont des plantations qui sont des plantations de milieux humides. Et la végétation est partout. On le voit bien, ce sont des phragmites. Le parc ici est en fait devenu un parc qui est lié à la communauté de communes. Et c'est nous qui servent à jouer au foot tous les jours, enfin presque tous les jours. Quand elles sont inondées, les gamins continuent à jouer au foot dedans parce que c'est des grosses flaques en fait. Ça, c'est la noue la plus profonde, à côté de laquelle on a installé un observatoire à oiseaux. Parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent quand les inondations arrivent et qu'il y a une école à côté, donc c'est pour faire du lien entre les enfants et les oiseaux. C'est aussi un endroit qui marche très bien avec les adolescents l'été. Alors, on est en Normandie. En Normandie, moins 4 degrés quand il fait froid, le matin. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour arriver à du passif sans machine, quoi? Non, toujours la même question. Eh bien, on fait un truc de base qui est... On oriente les bâtiments de telle façon qu'ils se chopent le sud. On fait en sorte qu'il y ait 2 heures de soleil au 21 décembre. On fait en sorte que 20% de la surface au sol soit des surfaces vitrées. On isole par l'extérieur, on met de l'inertie à l'intérieur, etc., etc. C'est simple. On ajoute sur la base d'un plan masse bioclimatique qui règle tous les problèmes de flux en hiver, puisque les vents d'hiver viennent du nord-est. Donc on fait un urbanisme qui fait plutôt des redans et qui empêche les vents de s'engouffrer. Et on cherche jusqu'à ce qu'on trouve les 2 heures de soleil au 21 décembre, et on les trouve, et on y va. Alors, j'ai commencé ça en 2008. Je voudrais dire qu'à l'époque, en 2008, je n'avais pas fait l'effort de ne pas mettre du tout de système de ventilation. Mais en tout cas, toutes les salles de bain, tous les logements étaient traversants et toutes les salles de bain avaient des fenêtres. Ce qui donne ce genre d'architecture où on a une présence du végétal, une omniprésence du végétal, une totale absence des voitures, qui sont dans des poches. On n'a pas tiré une seule rue, on a utilisé les rues existantes, on a fait des poches de stationnement. Chaque fois qu'il y a de la végétation, c'est un travail de gestion de l'eau. Hein. Bien sûr, c'est un seuil urbain entre le passage et les entrées des maisons ici, mais tout ça, c'est pour gérer l'eau. Cette noue aussi est une des plus larges, au plus proche des maisons. Et voici une autre. La crèche, parce que ce sont 100 logements
en accession et locatifs sociaux, avec une crèche, une cuisine municipale et une halle. Évidemment, la crèche, elle est aussi passive en lumière naturelle. Et il y a à l'extérieur une halle qu'on a installée pour faire du lien avec le reste de la commune. Bon, ça c'est une dame qui sait ce que c'est que d'ouvrir les fenêtres des deux côtés. Ce sont des gens qui savent ce que c'est que de s'approprier un jardin. Et ça, c'est une association qui est montée parce que les poules, c'est vraiment bien. Et c'est encore mieux quand c'est une association qui gère les poules et pas une famille. Et du coup, c'est les enfants des écoles qui donnent leur nom aux poules. Il y a à chaque fois un concours pour donner les noms aux poules. Alors ici, il y a tout un espace qui est donné pour l'agriculture urbaine, à la fois avec des jardins familiaux, mais aussi une production horticole. Et puis, il y a un âne. Et donc l'âne, vous savez ce que c'est qu'un pédibus? Voilà, c'est un asinobus. Qu'est-ce qui se passe, Christine? En fait, donc les ânes ne viennent que 2 fois par semaine pour porter les cartables des enfants. Quand les parents essaient de reprendre la voiture pour aller à l'école, ça ne marche pas parce que les enfants sont responsables des ânes. Donc ils se parlent des ânes en chemin pour aller vers l'école, même quand les ânes ne sont pas là. Et en fait, ça sert beaucoup à faire du lien ici, mais aussi un peu hors du quartier. Bon, voilà. C'est rapidement dit parce qu'il y a beaucoup plus à dire, mais vous voyez, pour arriver à 2,9 équivalents hectares, qui est ce que la France peut avoir comme empreinte écologique, alors que la France a comme empreinte écologique 5,3 équivalents hectares, il faut faire tout ça. Gérer la question du stationnement. Je ne vous avais pas dit que le chauffage est fait par une chaufferie collective en bois, des plaquettes qui viennent de la forêt normande. Enfin, il faut tout ce travail-là pour qu'un projet soit durable, c'est-à-dire qu'il a l'empreinte écologique égale à sa biocapacité. La seule durabilité est là. Autrement, vous savez, Paris a une empreinte écologique 313 fois plus lourde que ses biocapacités. Ça ne dépend pas de la politique. Enfin, ça évolue bien sûr avec les politiques. Aujourd'hui, le poids de Paris est celui-là. Donc voilà, vous faites ça, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout le reste est dévalorisé. Tout le monde sait que dans ce quartier-là, les gens n'utilisent pas le chauffage parce qu'ils n'en ont pas besoin. Quand les gilets jaunes sont arrivés, les télévisions ont débarqué dans ce quartier, ont interrogé les locataires pour leur demander comment ils vivaient ce quartier. Et donc les gens disaient, regardez mon thermomètre, 22 degrés et demi, 21 degrés, touchez mon chauffage, il est éteint, ne me demandez pas quand je l'éteins, je ne sais pas. Donc quand vous avez un quartier social qui marche socialement, comme vous l'avez vu là, parce que la paix sociale, c'est aussi l'isolation acoustique. Hein. Et c'est pas pour rien, c'est un enjeu majeur. Hein. Mais vraiment, donc les gens s'entendent bien parce que justement ils ne s'entendent pas. Et donc une fois que vous avez fait ça, et que vous avez dévalorisé le reste de la commune, qu'est-ce que vous faites? Parce que là, du coup, la ségrégation spatiale, sociale et environnementale, elle est solide. Quoi. Économique et sociale, elle devient très solide. Surtout quand le quartier voisin, ce sont des maisons Phoenix. Alors pour les plus jeunes, les maisons Phoenix, je vais vous montrer ce que c'était. Vous voyez ça, les maisons Phoenix? Donc les panneaux sont des panneaux en béton de 3 cm d'épaisseur au milieu, 5 cm au bord, une structure métallique absolument minimale, et le résultat, c'est ça. Des voitures qui se battent avec des poubelles, des coffrets EDF et des boîtes à lettres, pas d'espace pour les enfants, rien, et tous les matins, tout le monde s'engueule parce que les voitures n'ont jamais été bien garées, évidemment. Le hasard veut que le maître d'ouvrage de ce projet-là me demande de réhabiliter Maison Phoenix. Quand les représentants de l'ANRU sont arrivés à Val-d'Oreille et ont réalisé que je réhabilitais des maisons Phoenix, ça ne revenait pas. Les maisons Phoenix, en général, on a fait la démonstration inverse. Je vais juste vous donner 3 petits chiffres rapidement. Pour on va dire, un T3 dans la partie neuve, allez, 150 000 € par logement. Et ça, j'ai commencé en 2008 et j'ai terminé en 2019, 10 ans. Ici, pour un T3, 35 000 €, et ça a pris moins de 5 ans, et encore, entre-temps, il y a eu le Covid. Donc on arrête de nous dire que la réhabilitation coûte
plus cher que le neuf. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Plus de voitures. Alors pourquoi ils sont d'accord pour plus de voitures? Parce qu'ils ont vu qu'à côté, plus de voitures, c'était vraiment bien, quoi. Donc les voitures, on les a mis aussi à côté. On a fait le même type de traitement, vous voyez les mêmes couleurs, isolation par l'extérieur. On n'a pas changé les toitures. On a isolé, on a surisolé tout ça. On n'a pas mis de volets roulants, jamais de volets roulants dans les logements. Si vous voulez un peu de ventilation, jamais de volets roulants dans les logements. Donc ça donne ça, ça donne ça. Ce qui montre qu'à l'époque, ils avaient fait quand même un ensemble assez dense. Donc j'ai fait un livre que je vous ai remis, madame, qui est sorti au Moniteur, qui raconte toute cette histoire. Parce qu'en fait, le plus beau de cette histoire, c'est ça. C'est les maisons Phoenix qui accomplissent toute l'histoire. Et ici, donc, cette photo a été prise par le photographe qui a fait 12 reportages sur 6 ans. Dernier reportage, il arrive sur la place, la halle est juste à côté, et il rencontre ces gens-là. Qui c'est? Ce sont les habitants des maisons Phoenix et les habitants de l'écoquartier qui créent une association pour vivre ensemble. C'est-à-dire que ceux des maisons Phoenix qui se sentaient totalement dégradés par l'endroit où ils vivaient, finalement, se sont trouvés les égaux des habitants d'à côté. Moi, j'ai tourné en boucle quelques jours quand j'ai vu cette photo. J'avais l'impression d'avoir fait mon boulot. Allez, et un petit dernier truc à Paris. Parce que ça aussi, c'est Paris. Hein. C'est pas Cosman, Paris. C'est le 20e arrondissement, enfin, 19e arrondissement. La place des fêtes, enfin, les années 60-70, ça a dégommé comme ça pouvait dégommer. Quoi. Heureusement qu'ils ont gardé quelques quartiers. La Moussaïa a été conservée, ce sont des beaux endroits. Mais ça, par exemple, c'est un lycée hôtelier. Un lycée hôtelier qui s'appelle Jean Carré. Et il y a à peu près 5-6 ans maintenant, la mairie de Paris nous consulte pour l'avenir de ce lycée hôtelier. Comme on dit aujourd'hui, enfin, on le dit plus facilement aujourd'hui, un peu brutaliste, n'est-ce pas? Mais oui, effectivement, brutaliste, très bien, très très bien construit. Moi, je coule le minimum de béton, mais je dois vous dire que ce béton-là a été très bien préfabriqué. C'est le grand savoir-faire des industries françaises dans les années 70. Vraiment, quoi. Et donc voilà, on part du principe que le béton est là, on n'en rajoute pas. Le béton est là, on le garde. Et on s'en sert pour la suite. Donc on va installer une médiathèque dans ce volume-ci, la première maison des réfugiés ici. Et donc c'est un programme qui est à la fois très social et culturel, et un élément qui fait du lien entre les deux, qui est construit entièrement en bois et en fer coulé. Alors, le premier bâtiment, celui dans lequel on met la médiathèque, c'est comme on les faisait si bien dans ces années-là, c'est un cube avec les mêmes façades, parce qu'à l'intérieur, c'est le même plan, quelle que soit l'orientation. Nous, on ne sait plus faire ça. Quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, nous? On creuse, donc c'était un bâtiment totalement plein. On creuse l'intérieur, on nettoie ce bâtiment, on creuse l'intérieur, 10 mètres par 10 mètres, donc c'est 30 par 30, on creuse 10 mètres par 10 mètres, et on retrouve la pleine terre. On fait arriver la lumière dans le bâtiment, on fait arriver l'air dans le bâtiment, et on va pouvoir faire de la ventilation naturelle dans ce bâtiment, là aussi. Bon, on déconstruit tout ce qu'on peut déconstruire, on remet sur le marché. La ville de Paris, quand quelqu'un avait juste envie d'un urinoir, devait faire un papier administratif, parce que c'est un bien de la ville de Paris. On ne s'y attendait pas, je vous le dis, hein. Il y en a qui s'attendaient mieux pour ça, mais ça a été un vrai enjeu pour eux. Voilà. Et donc, on vient découper des dalles, ici, et les dalles, on les installe. Donc, voilà. Les dalles, on les découpe, vous voyez, et elles deviennent le sol du parvis. Bon, les gens aujourd'hui trouvent que les dalles du parvis ne sont pas très propres. On ne leur a pas tout à fait expliqué que c'était du réemploi, mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Donc voilà, en creusant ce bâtiment, on fait revenir la lumière, on fait revenir l'air, on fait revenir la pleine terre. Donc il y a une atmosphère qui arrive, enfin vous vous souvenez de mes petits dessins, on pense en coupe et on gère aussi l'alentour. Et tout ce qu'on rajoute, c'est du bois. Toutes les ouvertures
à l'extérieur. Donc on isole par l'extérieur avec un isolant biosourcé, avec un isolant bois, on enduit pour garder la minéralité de cette architecture du XXe siècle. Et on vient remplir tous ces éléments-ci par des éléments en bois que l'on fait varier en fonction des endroits où ils se trouvent. Pardon, voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a une fenêtre protégée par des persiennes. On l'ouvre la nuit pour faire le déphasage entre le jour et la nuit. Les persiennes pour éviter que les oiseaux entrent dedans et ne réveillent la personne qui, au bout du fil, s'occupe de l'anti-intrusion. Ces fenêtres-ci, on peut les ouvrir, elles sont protégées par des PSO, jamais de volet roulant, vous m'avez bien compris. L'entrée d'air naturelle est ici, et le chauffage en dessous, c'est un chauffage qui est le chauffage du réseau urbain de la ville de Paris, qui est plutôt un réseau vertueux. C'est grosso modo presque entièrement des ordures ménagères. Et donc, en fonction des endroits où on se trouve, il y a des usages différents qui se font de la neige. Les doubles hauteurs servent aussi à aider le tirage de la ventilation naturelle à l'intérieur des bâtiments. Et vous voyez, il y a ici des endroits où on peut venir travailler. Pour ceux qui aiment le week-end et qui ont visité la bibliothèque d'Exeter, il y a des endroits magnifiques chez le week-end où on vient comme ça travailler et lire près des fenêtres, voilà, comme ça. Et quand il fait trop chaud, vous pouvez ouvrir la petite fenêtre et comme ça vous avez un courant d'air dans le dos. Et ça marche très bien. Donc on a laissé les bétons apparents, on ne les a pas repeints, on laisse apparaître les découpes. On a juste rajouté un escalier ici, ça ressemble à ça. Et le volume qui est au milieu, qui est un volume qui se lève pour qu'on le voit depuis la place des fêtes. Ce volume-là est recouvert est un volume entièrement en bois, bardé de cette mantille faite de petites pièces de bois éphémères qu'on n'utilise pas les parties les plus nobles des arbres pour venir faire ces mantilles. Et donc voilà l'atmosphère qui est créée par ces mantilles. Et donc c'est un volume qui n'est pas chauffé. Il n'est pas chauffé notamment parce qu'on y a mis de la terre coulée. Alors là, il y a le portrait d'un ami, Nicolas Buisson, qui est le jeune architecte que j'avais pris dans mon équipe uniquement pour la terre coulée. Et il nous a quittés malheureusement, mais en tout cas son œuvre est bien là et elle marche magnifiquement bien. Alors comment on fait de la terre coulée? Vite fait. Vous la faites comme si vous faisiez du béton armé. Vous utilisez le savoir-faire des gens qui font du béton armé. Vous utilisez des banches. Alors, il faut savoir quand même que les banches ont été inventées par les piseurs au XVIIIe siècle. Donc c'est un peu une espèce de retour de l'histoire. Donc une armature qui n'est pas en acier, une formulation et un malaxage qui est fait dans les toupies. Puis on coule, on vibre, on décoffre, on fait sécher, on installe sur place dans les structures en bois. Ce ne sont pas des murs porteurs là pour le coup, mais ce sont des murs qui sont consubstantiels de la structure en bois. Et le soir, ça donne ceci. Et les gens sont contents parce qu'ils ont plein de lumière et qu'il fait chaud en été dehors et frais à l'intérieur. Et pas de clim, quoi. 3 systèmes de ventilation mécanique différents. 3 systèmes de ventilation naturelle différents. Ventilation naturelle directe, ventilation naturelle assistée contrôlée et ventilation naturelle double flux. Voilà. Je vais m'arrêter là. Non, je ne peux pas oublier Edgar, parce que Edgar Morin a signé le manifeste. Très tôt, un des premiers signataires. Et Edgar Morin, quand il signe, il ne fait pas juste que donner une signature, il écrit un petit mot avec sa signature. Et il disait, n'oubliez pas que les civilisations qui se sont attachées à la fragilité ont toujours fait des grandes fêtes. Et donc nous, et vous pouvez le faire, on a lancé la fête du soleil. Et donc voilà, on peut vous donner tous les stickers que vous voulez, vous pouvez les utiliser comme vous voulez à droite et à gauche pour faire la fête entre vous, entre amis, dans un bar, dans la rue. Voilà, nous faisons le 20 juin, au solstice d'été, la fête du soleil. Voilà, merci Edgar.